Cher Lionel, c'est à ton tour et donc nous t'écoutons pour trois quarts d'heure aussi sur la question très particulière qui est donc les étudiants internationaux, les politiques migratoires en matière pour attirer et accueillir les étudiants internationaux et particulièrement le cas de la France. Mais en fait, comme on va le voir, bien sûr, tu t'appliques à faire de la comparaison internationale. On a vu l'importance que ça a. Comment la France se situe-t-elle dans l'accueil des étudiants internationaux par rapport à ces pays concurrents et voilà, comment fait-elle son marché en quelque sorte dans le monde des étudiants internationaux? À toi la parole. Merci François. Bonjour à tous. Avant de commencer mon propos, je tenais à remercier François Héran, le professeur François Héran, pour son invitation à intervenir dans le cadre de son cours de cette année, destiné précisément aux politiques migratoires de par le monde. Donc, c'est très volontiers que j'ai accepté de faire ce séminaire dans le cadre de ce cours, d'autant plus que précisément, je viens de terminer un travail de recherche avec un collègue, Michel Ben, qui est professeur à l'Université du Luxembourg, sur une évaluation de d'un exemple de politique migratoire et en particulier une évaluation de l'impact qu'a pu avoir la mise en place de Campus France, donc une institution française qui a été mise en place au milieu des années 2000 pour accroître l'attraction des étudiants étrangers, pour attirer plus d'étudiants étrangers dans le système universitaire, le système d'enseignement supérieur français. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de ce séminaire, hein, c'est cette évaluation de politique économique. Et on verra que ce n'est pas toujours simple de donner une évaluation assez rigoureuse des impacts qu'a pu avoir une politique économique, et en particulier lorsqu'il s'agit de politique migratoire. Alors, je vais utiliser quelques transparents pour éclairer tout cela. Très bien. Alors, comme toujours, avant de développer cette politique, hein, la mise en place de Campus France, il faut rappeler un peu le contexte dans lequel elle s'inscrit. Ça permet de l'éclairer, ça permet de la comprendre, et ça permet de juger aussi des impacts, c'est-à-dire par rapport aux objectifs qui étaient recherchés. Et donc le contexte, c'est que depuis plusieurs décennies, on connaît une forme assez avancée d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Internalisation de l'enseignement supérieur, ça peut prendre deux formes, deux canaux principaux qui vont être à l'origine de cette internationalisation de l'enseignement supérieur. Le premier canal, c'est la mobilité des programmes éducatifs. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ce sont des établissements qui vont s'implanter à l'étranger pour former sur place plus d'étudiants. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué par les établissements d'enseignement supérieur en France. Il y a quelques grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Il y a des exemples avec Paris 1 qui s'est implanté à l'étranger, mais c'est relativement rare. Et ce n'est pas le canal le plus important de cette internationalisation de l'enseignement supérieur. Le canal principal, c'est, au lieu que ce soit les établissements qui se déplacent, ce sont bien les étudiants qui se déplacent pour venir rejoindre un établissement dans un autre pays, c'est-à-dire la mobilité des étudiants. Et on parlera donc des étudiants en mobilité, internationale. Et là, ça renvoie à une définition très précise, hein, donc j'ai mis un petit encadré pour qu'il y ait bien cette définition, c'est-à-dire on appellera un étudiant en mobilité internationale un individu qui a physiquement traversé une frontière, donc c'est bien un migrant, hein, il a traversé une frontière internationale entre deux pays dans le but de participer à des activités éducatives dans un pays de destination, lorsque le pays de destination est différent de son pays d'origine, bien sûr. Alors, oui bien, c'est un migrant, traverse une frontière, mais dans un but très précis, qui est celui d'aller se former dans un autre pays, pour diverses raisons, mais que je ne vais pas aborder ici, on n'en a pas trop le temps. Le point qui me paraît important de préciser, c'est que du coup, et Gérard Moreau l'a rappelé dans son intervention précédente, il faut bien faire attention aux statistiques et de la mesure. Vous allez trouver dans les statistiques deux mesures. Bon, on va avoir une mesure des étudiants étrangers, et puis on va avoir une mesure des étudiants en mobilité internationale. Et ce n'est pas la même chose, hein. Les étudiants en mobilité internationale font partie des étudiants étrangers, mais les étudiants étrangers, ça va au-delà. Et donc, qu'est-ce qui se rajoute dans les étudiants étrangers aux étudiants en mobilité internationale? Eh bien, ce sont précisément
des étudiants qui sont bien dans un système d'enseignement supérieur à l'étranger, ils ont une nationalité étrangère par rapport au pays dans lequel ils font leurs études, mais ils ont migré avant. C'est-à-dire que, exemple fréquent, et c'est une part importante en France, par exemple, ils ont migré avec leurs parents. Et donc, ils sont en France depuis leur enfance. Et ils se retrouvent dans l'enseignement supérieur français parce que c'est la suite logique des études qu'ils ont engagées dès le collège, dès l'école primaire en France. Donc, ils n'ont pas migré spécifiquement pour rejoindre l'enseignement supérieur français. Je prends l'exemple français. Donc, vous voyez bien, alors qu'un étudiant en mobilité internationale, ça sera quelqu'un qui faisait ses études précédemment dans un pays étranger et qui a migré pour rejoindre l'enseignement supérieur français. Et puis, viennent se rajouter, pour avoir l'ensemble des étudiants étrangers, ces étudiants qui sont bien dans l'enseignement supérieur français, qui sont étrangers, mais qui avaient migré bien précédemment et qui avaient déjà poursuivi qui avaient entamé leurs études au primaire, au collège ou au lycée, bien avant de rejoindre l'enseignement supérieur français. Et alors, quelques ordres de grandeur. On pourrait donner beaucoup de statistiques, mais je vais donner quelques éclairages importants. Donc, vous avez une forte augmentation du nombre des étudiants en mobilité internationale depuis le milieu des années 70. Un chiffre que je n'ai pas repris dans mes transparents, pour la première fois en 2019, les titres de séjour pour étudiants ont dépassé les titres de séjour pour le rapprochement familial. Ils étaient toujours en nombre inférieur jusqu'à présent. Et en 2019, pour la première fois, les étudiants étrangers, les titres de séjour pour venir faire ses études en France est le principal motif en 2019. C'est environ 91 000 titres de séjour pour 88 700 pour le rapprochement familial. Donc on voit bien cette importance. C'est depuis 2019 le principal flux de migrants en France que ces étudiants en mobilité internationale. Alors, entre 1975 et 2011, leur chiffre a été multiplié par 5 et ça continue. Ça continue. Vous avez ici l'évolution entre 2011 et 2016 et vous voyez qu'il y a une progression continue de ce nombre d'étudiants en mobilité internationale, donc qui vont se former à l'étranger. Alors, il ne faut pas se tromper non plus. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez une part de plus en plus grande d'étudiants qui souhaitent quitter leur pays d'origine pour aller se former à l'étranger. Et ici, vous avez quelques éléments qui vont vous conforter dans ce point de vue. C'est que l'augmentation de ces étudiants en mobilité internationale, finalement, elle est comparable à l'augmentation du nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur au niveau mondial. Donc, entre 1980 et 1995, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur a été multiplié par 1,6, alors que celui des étudiants étrangers a été multiplié par 1,7. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un taux de plus en plus important d'étudiants qui souhaitent se former à l'étranger, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants au niveau mondial, et donc, mais leur part reste constante. Mais donc, en volume, ils augmentent de manière considérable. Alors, deuxième point, c'est d'où viennent ces étudiants étrangers. Ces étudiants étrangers, eh bien, ils viennent principalement d'Asie. Vous l'avez à travers ce graphique qui vous donne la part, suivant les différentes zones géographiques d'origine, des étudiants étrangers. Donc, vous voyez qu'en 2011, vous aviez à peu près 53% des étudiants étrangers scolarisés dans l'enseignement supérieur qui venaient d'Asie. 23,1% sont européens, 11,6% africains, 6,1% Amérique du Sud et puis 2,7% Amérique du Nord. Et j'ai mis en parallèle à ces pourcentages, finalement, le pourcentage des jeunes de 20 à 25 ans au niveau mondial selon leur origine. Et vous voyez qu'il y a, à part une différence, on va le voir au niveau de l'Europe, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire la part principale des étudiants étrangers viennent d'Asie, mais 63,4% des jeunes de 20 à 25 ans sont en Asie. D'accord ? La seule différence notable, quand même, c'est effectivement au niveau européen, où les jeunes européens de 20 à 25 ans représentent que 8,4% de cette population, alors qu'ils représentent 23,1% des étudiants étrangers scolarisés dans l'enseignement supérieur. Donc, on voit bien que là, par contre, les étudiants européens ont tendance à beaucoup plus bouger que les autres zones géographiques. Alors, ce qui explique bien aussi qu'on va retrouver dans un grand nombre de pays, en premier dans les origines de ces étudiants étrangers, des pays asiatiques, et en particulier la Chine, qui est le principal
fournisseurs d'étudiants étrangers au niveau mondial. Alors, après avoir vu d'où viennent ces étudiants étrangers, regardons où ils vont. Alors là, il y a une très forte concentration. Vous avez une très forte concentration puisque vous avez 6 pays qui accueillent à eux seuls plus de la moitié des étudiants étrangers. Ces 6 pays, ce sont dans l'ordre décroissant, toujours des données de 2011, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc les États-Unis avec plus de 16%, le Royaume-Uni avec 13%, l'Allemagne 6,3%, la France 6,2%, et l'Australie 6,1%. Enfin, le Canada avec 4,7%. Alors, quand je vous dis que ça n'a pas beaucoup changé, ce qui change d'une année à l'autre, vous voyez, c'est ce trio-là, Allemagne, France, Australie, où on est entre 6,1 et 6,3%. Donc, d'une année à l'autre, il peut y avoir une petite différence à ce niveau-là. Mais vous avez toujours ces mêmes 6 pays qui arrivent en tête dans les pays de destination. Donc, il y a une forte concentration de ces étudiants, de la destination de ces étudiants en mobilité internationale. Et si on prend l'ensemble de l'OCDE, eh bien, on monte à pratiquement 77%. Donc, clairement, ils vont quand même s'éduquer dans des systèmes d'enseignement supérieur des pays développés. Donc, voilà un petit peu le contexte, leur part qui a cru fortement, mais attention, finalement, au même rythme que le nombre de jeunes qui en plus sont dans l'enseignement supérieur, et avec une certaine hétérogénéité des pays d'origine et une forte concentration des pays de destination. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces étudiants en mobilité internationale, initialement, les enjeux pour les pays d'accueil n'étaient pas vraiment économiques. Ça n'a jamais été une variable, enfin, pendant longtemps, ça n'a pas été une variable économique importante à l'origine de la politique d'accueil des étudiants étrangers. On avait des objectifs plus traditionnels de rayonnement international et de développement culturel et autres. C'est-à-dire que ce qu'on voyait à travers cet accueil, on anticipait qu'ils retourneraient dans leur pays d'origine, et donc c'était les meilleurs vecteurs de diffusion de normes culturelles, économiques, voire politiques. Et effectivement, vous avez des travaux d'économistes qui ont essayé de mesurer leur contribution, par exemple, à la diffusion de normes démocratiques. Et clairement, on a bien vu qu'un certain nombre de pays ont basculé de régime autoritaire vers la démocratie, avec comme une des variables, ce n'est pas la seule bien sûr, mais une variable explicative, le fait que une grande partie de leur jeunesse avait été formée dans des pays développés démocratiques. Donc, vous voyez, il y avait une dimension plus affaires étrangères, internationales, que enjeux purement économiques. Et puis, il y avait, à travers quand même une petite dimension économique, c'était une forme d'aide au développement. Donc, ça rentrait dans l'aide au développement des pays d'origine, puisque effectivement on formait des étudiants qui allaient alimenter la main-d'œuvre qualifiée des pays d'origine. Mais, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'interrogation, si toutefois ils retournent bien dans leur pays d'origine, c'est-à-dire que ça, c'est pas en réalité un phénomène de brain drain, de fuite des cerveaux, parce qu'on le verra dans un des graphiques suivants, il s'avère que ils sont pas si nombreux que ça à retourner précisément dans leur pays d'origine, et donc c'est plutôt une fuite des cerveaux que d'alimenter une main-d'œuvre qualifiée dans les pays d'origine qui se met en place. Et plus récemment, on est passé vraiment à des enjeux de politique économique pour les pays d'accueil, quand on s'intéresse à la politique d'attraction des étudiants en mobilité internationale. Alors, pourquoi c'est devenu un enjeu de politique économique et non plus d'affaires étrangères en quelque sorte? Tout simplement parce que, mais ça, c'est pas propre à la France, on a du mal parfois à le comprendre, mais dans un grand nombre de pays, je pense en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, en Australie, ces étudiants étrangers se révèlent être une source de revenus indispensable pour le financement du système d'enseignement supérieur. Parce que les droits d'inscription sont différenciés, suivant que vous êtes natif, que vous êtes étranger, et que les droits d'inscription sont très élevés pour les étrangers, et c'est eux qui financent en grande partie le système d'enseignement supérieur. Donc là, on comprend bien la volonté d'attraction des étudiants étrangers. En France,
vous ne savez peut-être pas, mais en France, jusqu'à une loi très récente, hein, de 2 ans, vous aviez les mêmes droits d'inscription pour tous les étudiants, qu'ils soient français, qu'ils soient européens ou extra-communautaires, et sans distinction de niveau de formation, licence, master. Depuis 2 ans, ça a changé, puisqu'effectivement, il y a une différenciation. Une différenciation entre étudiants français et communautaires européens et les extra-communautaires qui maintenant ont des droits d'inscription plus élevés, mais qui, dans la réalité, ne payent pas encore ces droits d'inscription plus élevés. Alors vous allez me dire, mais si la loi, depuis 2 ans, fixe des droits d'inscription plus élevés, et sensiblement plus élevés, hein, 10 à 15 fois plus élevés, c'est tout simplement parce que les universités ont la possibilité d'exonérer de droits d'inscription 10% de leur, un maximum de 10% de leurs effectifs. Et que toutes les universités françaises, quasiment, hein, ont appliqué cette possibilité pour éviter de faire payer ces droits d'inscription beaucoup plus élevés jusqu'à présent. Et ça vous montre bien que, vous voyez, ce n'est pas simple d'évaluer une politique économique, parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, c'est bizarre, depuis 2 ans, les droits d'inscription sont plus élevés pour les étudiants extracommunautaires, et on ne constate pas d'évolution significative ces 2 dernières années dans le nombre d'inscrits venant de ces pays extracommunautaires. Mais tout simplement parce que la loi est passée, mais elle ne s'applique pas, puisqu'il y a cette possibilité qui est offerte aux universités, qui existait bien avant la loi, hein, qui n'a pas été mise en place avec la loi, qui existait bien avant la loi, d'exonérer au moins 10%, enfin au maximum 10% des étudiants. Donc il ne suffit pas, hein, vous voyez, de dire ah, il y a une loi, et puis tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien regarder son application, est-ce qu'elle s'est mise en place, est-ce qu'il y a eu des exemptions possibles, etc., etc. Alors, donc ça, c'est le premier point, mais le second point plus important, eh bien, finalement, cette modification dans la perception de ce que peuvent apporter les étudiants étrangers, non plus auparavant avec leur retour dans les pays d'origine, mais maintenant pour les pays d'accueil eux-mêmes, et d'un point de vue économique, cette nouvelle perception, elle est concomitante avec les effets du vieillissement démographique. C'est-à-dire que beaucoup de ces pays développés qui accueillent des étudiants étrangers subissent les effets du vieillissement démographique et sont donc confrontés à soit une baisse de leur main-d'œuvre, hein, importante, je pense au Japon ou à l'Allemagne, soit une stagnation, France, États-Unis. Et donc, ils vont essayer, à travers des flux migratoires, donc plus généralement des flux migratoires, de compenser cette disparition de la hausse de la population active. Et on s'est rendu compte que finalement, le meilleur moyen, c'était de les faire venir au moment de leurs études. Alors pour diverses raisons, j'en cite 2 ou 3. La première, ben, ils viennent pour se former dans notre système d'enseignement supérieur, donc ils seront qualifiés, hein, à l'issue de leur formation. Donc on les fait venir pour des motifs d'études, mais on va essayer de les capter pour qu'ils restent. Et on aura donc une main-d'œuvre plus qualifiée après qui s'insérera sur le marché du travail. Et c'est un deuxième effet bénéfique, c'est qu'on sait que justement l'intégration, mais au sens économique du terme, hein, je ne renvoie pas à l'intégration qu'a développé Gérard Moreau, mais l'intégration sur le marché du travail est beaucoup plus aisée pour les immigrés qualifiés que pour les immigrés non qualifiés. Et puis troisième argument, eh bien, on sait également que plus vous avez un niveau de qualification élevé, plus votre contribution aux finances publiques est bénéfique. Et donc, si vous avez des immigrés qualifiés qui rentrent, vous avez nécessairement un effet plutôt positif sur les finances publiques. Donc, c'est un peu ça qui fait que au début des années 2000, vous avez ce changement de paradigme dans la politique d'accueil des étudiants étrangers qui fait que eh bien, ces étudiants étrangers vont devenir une cible, hein. Vous allez avoir des politiques d'attraction des étudiants étrangers, et comme l'a dit François Héran, dans ce grand marché mondial de ces étudiants. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, je vous avais dit qu'on reviendra, je vous présenterai quelques chiffres qui vous montrent que, contrairement à ce qu'on pense, ils ne repartent pas forcément dans leur pays d'origine, hein, et qu'ils vont bien, pour une part importante, rester dans le pays d'accueil pour rentrer sur le marché du travail. Ici, vous avez un petit graphique, hein, pour différents pays de l'OCDE qui donne 2 informations, qui vous donnent la part des étudiants étrangers
qui ont terminé leurs études et qui ont changé de statut. Par rapport à quoi? Ben, par rapport, donc c'est les barres en vert, par rapport au total des étudiants ayant terminé leurs études. Donc ça vous donne ce qu'on appelle le taux de rétention, hein. C'est-à-dire par rapport aux étudiants étrangers qui ont terminé leurs études, combien sont restés dans le pays d'accueil. Donc on ne va pas tous les voir, hein, mais, parce qu'il y a des différences qui seraient intéressantes de développer, mais on n'a pas vraiment le temps. On va prendre juste le cas de la France, hein, c'était l'avant-dernière vers la droite. Et donc, si vous voyez le montant de la barre en vert, vous voyez que c'est un peu plus de 30%, donc un tiers, hein. Donc, ça veut quand même dire que vous avez un tiers des étudiants qui ont terminé leurs études, étudiants étrangers, hein, qui ont terminé leurs études en France et qui sont toujours en France en ayant changé de statut. Et deuxième chiffre, hein, qui est très évocateur à ce sujet-là également, vous voyez, c'est ce qui est représenté par le petit cible qui est ici, c'est environ 40%. Ben, vous voyez que ces étudiants étrangers qui ont changé de statut en France, ils représentent 40% des titres de séjour accordés aux étrangers pour motif de travail. Donc ça veut quand même dire, vous voyez, que 40% des titres de séjour pour le motif de travail accordés aux étrangers en France ont été délivrés à des personnes qui étaient déjà présentes en France et qui étaient là pour se former et qui ont bien basculé dans le monde du travail, hein. C'est un peu moins de la moitié, mais presque la moitié, c'est pas des, vous voyez, c'est visas pour motif de travail. 40%, c'était pour des étrangers qui étaient déjà présents sur le territoire national, mais initialement au motif de se former. Donc il y a une rétention relativement importante, et c'est une contribution également importante à la main-d'œuvre étrangère qui rentre sur le marché du travail français. Alors, donc oui, ça c'est un peu le contexte, c'est le contexte international, un petit survol pour bien voir dans quel contexte se met en place ces politiques d'attraction des étudiants en mobilité internationale. Et donc, comme je l'indique ici dans ce slide, hein, c'est vraiment cette politique d'attraction des étudiants en mobilité internationale va être au cœur de beaucoup de politiques migratoires. Alors, j'essaie de la resituer au niveau français. C'est clairement un des instruments de la politique d'immigration choisie de Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, cette politique d'immigration choisie, hein, elle a été initiée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il a poursuivi en tant que président de la République. Donc, je vous rappelle, hein, rapidement, le but, c'était d'augmenter la part de l'immigration choisie. Et donc, c'est quoi l'immigration choisie? Ben, c'est l'immigration de travail, c'est les étudiants, justement, en mobilité internationale, et réduire la part de l'immigration subie, l'immigration subie étant le rapprochement familial, les réfugiés et autres. Alors, je ne discute pas des motivations, hein, de la politique et encore moins des effets économiques qu'on pouvait en attendre, mais il est clair que dans cette politique d'immigration choisie, l'accroissement significatif du nombre d'étudiants étrangers inscrits dans l'université française était un instrument, hein, un des instruments principaux. Pourquoi? Parce qu'il avait un double avantage. Premier avantage que j'ai développé précédemment, c'était le moyen le plus efficace à terme pour augmenter le travail qualifié dont avait besoin l'économie française. Et puis, un avantage que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, il vaut mieux encore les former dans son propre système d'enseignement supérieur que de les faire venir juste après qu'ils aient été formés dans un autre système d'enseignement supérieur. Parce que le système d'enseignement supérieur français, il est configuré de telle manière qu'il va former les étudiants pour répondre aux besoins de la société et de l'économie française. Et ce qui n'est pas forcément le cas d'un autre système d'enseignement supérieur. Je prends un exemple très simple. Vous voyez bien qu'en droit, vous n'allez pas suivre les mêmes études de droit en Angleterre, c'est une autre conception du droit, qu'en France. Et donc, l'étudiant étranger qui aura été formé en Angleterre, si vous le faites venir en France pour travailler dans un cabinet d'avocats, il sera moins compétent que le même étudiant qui sera formé dans les universités de droit françaises. Donc, c'était un des autres avantages. Et là, pour reprendre les propos de Gérard Moreau tout à l'heure, on est dans le temps long de la politique, hein. Ça, c'est l'objectif, hein. C'est accroître cette main-d'œuvre qualifiée à travers les flux migratoires, mais pas en faisant venir des travailleurs qualifiés de l'étranger, enfin pas principalement, hein, on continue bien sûr à en faire venir, hein, mais en visant
cette possibilité via faire venir des jeunes qui veulent se former dans l'enseignement supérieur français, à travers tous les avantages que j'ai évoqués jusqu'à présent. Ça, c'est le temps long de la politique. Puis vous avez le temps court, qui est souvent le temps électoral. Hein. Quand vous voyez, vous mettez en place une politique comme celle-ci, qui est un des éléments moteurs de la politique d'ensemble de Nicolas Sarkozy, ben, il fallait assez rapidement mettre en évidence qu'elle portait ses fruits. Hein, et donc, il fallait qu'on le retrouve dans les statistiques. Et comme vous l'avez compris, hein, quand je vous ai dit que c'était un des principaux flux d'étrangers rentrant en France que ces étudiants en mobilité internationale, ben, vous voyez bien que si vous arrivez à faire augmenter ce nombre d'étudiants, vous pouvez plus facilement faire inverser la tendance entre immigration choisie et immigration subie. Et en sachant que cette politique, on s'attend à ce qu'elle soit plus efficace, c'est-à-dire qu'elle porte ses fruits plus rapidement et avec une ampleur assez conséquente que l'autre politique qui avait été menée d'attraction des talents. Hein. Finalement, des talents, il n'y en a pas tant que ça, donc ce n'est pas des flux. Et effectivement, les visas pour motifs de travail de personnes très qualifiées, il n'y en a pas eu énormément. Donc, vous voyez, les statistiques, elles ne bougent pas. Alors que si vous arrivez à faire rentrer beaucoup plus d'étudiants étrangers, là, les statistiques, elles bougent et vous pouvez mettre en avant les résultats de votre politique de réduction de l'immigration subie. Alors, pour cela, plusieurs mesures ont été mises en place pour favoriser l'arrivée des étudiants étrangers dans le système d'enseignement supérieur français. Et c'était concomitant, hein, c'était une politique globale. Parmi ces mesures, elles visaient principalement à simplifier hein, les démarches administratives pour que les étudiants étrangers puissent rejoindre les universités ou les écoles françaises. Alors, ça s'est traduit par la mise en place de visas de long séjour, de valentique de séjour accordés aux étudiants étrangers pour une durée d'1 an. La mise en place de Campus France, hein, donc, qui va être un organisme public hein, français qui vise bien sûr à favoriser l'arrivée d'étudiants étrangers en France, mais pas seulement, hein, qui vise aussi à développer le fait que des Français aillent étudier à l'étranger, des échanges entre chercheurs, entre enseignants du système d'enseignement supérieur, etc. Mais son objectif principal, même s'il en avait d'autres à Campus France, c'était d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers arrivant en France. Et à travers une procédure qui est la procédure études en France, qui visait à dématérialiser les candidatures qui maintenant se font en ligne par Internet. Et on le verra, je préciserai plus en détail, hein, comment on a pu simplifier énormément ces procédures via études en France, et donc qui ont permis un traitement beaucoup plus rapide des dossiers et plus simple pour les candidats. Et puis, autre mesure, hein, et on voit bien que ça rentre dans le cadre de… Il faut faire en sorte qu'ils restent en France et qu'ils s'insèrent sur le marché du travail français. C'est à cette époque aussi où on va faciliter l'autorisation à travailler à titre accessoire durant leurs études et après leurs études. Hein. Donc, à l'issue de leurs études, ils ont aussi la possibilité d'acquérir une première expérience professionnelle en France. Et là, pour l'anecdote, hein, c'est là où on voit que le temps court électoral, parfois, il est très, très, très court. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette politique Campus en France, initiée par Nicolas Sarkozy, cherchait à attirer le maximum d'étrangers. Et puis, en plein milieu de la campagne électorale présidentielle, bon, le thème de la migration était à nouveau mis en avant, mais d'un point de vue plus négatif. Et vous avez eu la circulaire Guéant qui, justement, rendait quasiment impossible le fait que les étudiants étrangers puissent rester en France pour avoir une première expérience professionnelle. Donc, ça paraissait très contradictoire et ça a beaucoup été discuté d'ailleurs par d'autres pays qui disaient c'est génial, la France les forme très bien et elle les rejette vers nous pour qu'allons les accueillir dans nos marchés du travail nationaux. Alors, fin de la parenthèse. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, très bien, la France met en place cette politique d'attraction des étudiants étrangers via Campus France. Donc, ici, vous avez le site internet hein, de Campus France que les étudiants peuvent voir lorsqu'ils recherchent des informations pour venir étudier en France. Mais ce n'est pas une politique qui est propre à la France. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de pays développés, confrontés au vieillissement démographique, qui vont mettre en place des politiques migratoires favorables et qui vont viser en particulier les étudiants en mobilité internationale.
Donc, juste toujours à titre d'exemple, hein, parmi les pays européens, on l'a vu, hein, le principal pays qui accueille les étudiants étrangers, c'est le Royaume-Uni. Et à la même période, hein, de 2006 à 2011, vous voyez, donc c'est concomitant, hein, Campus France, c'est 2007. Hein. Donc 2006-2011, vous avez l'initiative du Premier ministre, qui est coordonnée par le British Council, et qui injecte 33 millions de livres, rien que pour faire de la communication auprès des étudiants étrangers, pour qu'ils rejoignent les universités anglaises. Et ils avaient déjà un appareil assez performant, mais qu'ils ont développé à la même époque. Deuxième pays européen qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers, c'est l'Allemagne. Eh bien, là aussi, à la même période, elle va lancer des initiatives pour augmenter la communication à l'étranger, pour attirer des étudiants dans les universités allemandes. Et c'est la mise en place du Gate Germany. À nouveau, vous avez le site là, sur le slide, qui va accroître les informations et faciliter les démarches pour les étudiants qui souhaitent rejoindre les universités allemandes. Et puis d'autres pays qui sont pas au même niveau dans l'accueil d'étudiants étrangers, hein, européens, se lancent aussi dans cette concurrence. Hein. J'ai dit même pas d'une concurrence forcenée, hein, féroce, entre les pays. C'est l'Italie. Vous voyez, c'est la même période. Hein. En 2010, se met en place une association qui s'appelle Uni Italia, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, et qui, à nouveau, vous voyez, va faire de la communication à l'étranger pour inciter les étudiants à rejoindre des universités étrangères. Et pareil, même époque, 2009, vous avez le même type de politique qui se met en place en Espagne, avec moins de moyens quand même, moins de moyens, mais qui cherche à attirer des étudiants étrangers. Donc, la France n'est pas seule. Ce sont tous les pays développés qui se lancent dans cette grande concurrence. Et je crois que François Héran avait raison, hein, de ce marché mondial des étudiants pour en attirer le plus grand nombre, pour diverses raisons, mais en particulier pour ces objectifs économiques. Alors, on en arrive, c'était le contexte, hein, j'ai passé un peu de temps, mais on en arrive à l'évaluation de ces politiques. Ces politiques ont-elles été efficaces? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces politiques ont été efficaces? Ça veut dire qu'elles ont effectivement permis d'attirer, d'inscrire plus d'étudiants étrangers qu'il n'y en aurait eu sans la mise en place de ces politiques, de ces dispositifs, et en particulier du dispositif Études en France, de Campus France, à partir de 2007. Donc ça, c'est l'objectif. Alors, on voit déjà, c'est pas très simple. Hein. C'est pas parce que la France met en place Campus France qu'on va automatiquement voir le nombre d'étudiants étrangers inscrits en France augmenter. Pour une raison très simple, c'est que les autres pays aussi font des efforts importants pour les attirer. Hein. Donc c'est un marché concurrentiel. Donc il ne suffit pas soi-même de faire des efforts, il faut regarder ce que font les autres. Hein. Donc, et puis il y a d'autres, on va le voir, il y a d'autres raisons qui font que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que vous allez avoir beaucoup plus de candidatures via Campus France, via Études en France, que vous aurez forcément plus d'inscrits dans les universités françaises. Et c'est le point principal qu'on va développer par la suite. Alors regardons comment on peut essayer d'évaluer ce type de politique. Ce n'est pas simple parce que, comme vous voyez, comme je vous l'ai indiqué, il faut qu'on compare la situation effective, c'est-à-dire celle avec la mise en place de Campus France, avec le nombre d'inscrits qu'on aurait eu sans la mise en place de Campus France, c'est-à-dire un contrefactuel, hein, quelque chose qu'on ne peut pas observer. On ne sait pas combien on aurait eu d'étudiants, a priori, on ne sait pas combien on aurait eu d'étudiants inscrits dans l'université française s'il n'y avait pas eu la mise en place de Campus France. Et donc, dans ces évaluations de politique économique, toute la difficulté, ça va être précisément de mesurer ce contrefactuel, hein, c'est-à-dire quel aurait été, dans mon exemple concret ici, le nombre d'étudiants inscrits si je n'avais pas mis en place la politique, parce que je sais quel est le nombre avec la mise en place de la politique. Alors, on va regarder ça en détail, et je vais quand même bien préciser avant, pour le cas de Campus France, hein, mais je veux bien préciser avant les méthodes, hein, les méthodes qu'on utilise en économie pour évaluer les politiques économiques, mais en général, hein, pas uniquement les politiques migratoires. Hein. Et alors, je ne vais pas faire un survol complet, hein, je n'ai pas le temps, je vais me concentrer sur l'évaluation ex post, c'est-à-dire on mesure en ayant l'information après que la politique se soit mise en place, et pas l'évaluation ex ante, c'est-à-dire essayer de mesurer les effets attendus de la politique avant qu'elle se mette en place. Alors, dans cette évaluation ex post,
comme je vous l'ai dit, hein, le principal défi va être d'identifier, de mesurer ce contrefactuel, hein, la situation qui aurait prévalu en l'absence du dispositif Campus France, études en France. Et comme je l'ai dit, bah, ce contrefactuel, il n'est jamais observé. Donc, il y a différentes méthodes, hein, différentes manières pour essayer de l'estimer, de l'évaluer. Vous avez ce qu'on appelle les expériences contrôlées, qui, elles, relèvent des méthodes qu'on utilise dans le monde médical, hein, et dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, où maintenant, je crois que tout le monde a bien compris ce dont je vais parler, tout le monde a entendu parler, plus ou moins, hein, sur comment on a évalué l'efficacité des vaccins, hein, contre la Covid. Et tout le monde a entendu parler, on a pris un échantillon d'individus, et là, c'était des expériences contrôlées, hein. À certains, on a injecté le vaccin, donc ça, c'est la population traitée, et puis à d'autres, un placebo, et on a évalué comment le virus s'est diffusé dans ces deux sous-populations, celles qui étaient vaccinées et celles qui n'étaient pas traitées, qu'on appelle le groupe de contrôle, hein, le groupe de contrôle. Donc ça peut se faire aussi en économie, hein, mais il faut le faire un petit peu ex ante avant la mise en place de la politique, et on va construire des échantillons, mais il faut que ces échantillons soient construits de manière aléatoire. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que vous ayez des individus qui ont les mêmes caractéristiques dans le groupe traité et dans le groupe contrôlé, hein. Il ne faudrait pas que vous ayez que des personnes de plus de 65 ans dans le groupe traité et puis des jeunes dans le groupe de contrôlé, parce que vous voyez bien qu'il y aura un biais énorme sur l'efficacité du vaccin. Et puis, autre possibilité, mais ça, c'est très compliqué, hein, à mettre en place, en particulier au niveau médical, non, hein, mais pour tester, évaluer des politiques économiques, c'est plus compliqué. Et donc, généralement, on travaille non pas à travers ces expériences contrôlées, mais on travaille à travers des expériences naturelles. C'est-à-dire on va observer ce qui s'est passé sur la population, mais dans son ensemble, hein, et pas sur un groupe qu'on aura pu répartir de manière aléatoire. Donc, on va comparer des groupes d'individus qui sont séparés de manière non intentionnelle, hein, en termes d'accès au dispositif. Et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser des méthodes économétriques pour évaluer l'impact de la mise en place du dispositif. Alors, je ne rentre pas du tout dans les détails techniques, hein. Il y a différentes méthodes, la méthode ce qu'on appelle du diff-in-diff, les doubles différences, variables instrumentales, l'estimation par discontinuité. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt de rentrer dans le détail. Mais néanmoins, peut-être celle qui va être utilisée, hein, dans le travail que je vais vous présenter, celle des doubles différences. Les doubles différences, c'est assez simple à comprendre, hein. Vous voyez, dans ce petit graphique, en bas, j'ai l'évolution du temps, et puis en ordonnée le nombre d'étudiants étrangers qui sont inscrits. Bon, je vais avoir l'évolution de mes étudiants qui sont exposés au dispositif. Alors, dans le cas qui va nous intéresser, ça va être ceux qui vont relever de études en France, hein, ceux dont le pays d'origine doit passer par études en France. Alors, ce n'est pas simple, vous voyez, hein, parce que, bon, 2007, mise en place de campus en France, ici, qu'est-ce que je peux dire en regardant simplement cette évolution, hein? Ça a augmenté avant et ça continue à augmenter après. Alors, peut-être un peu plus, mais ça peut venir d'autres phénomènes que celui de Campus France. Vous voyez toute la difficulté. Il ne suffit pas de dire « Ah ben oui, le nombre d'étudiants a bien augmenté après ». Ça peut être pour d'autres raisons que celle de Campus France. Et de toute façon, ils avaient aussi augmenté avant. Okay, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un autre groupe d'étudiants, qu'on appellera le groupe d'étudiants de contrôle, qui, eux, ne sont pas exposés au dispositif. Et dans le cas de Campus France, c'est possible, hein. Dans le cas de Campus France, c'est possible parce que, comme on va le voir, Campus France, ce n'est pas appliqué à tous les pays d'origine. Campus France, c'est appliqué à quelques pays d'origine, hein. Il y en a 34, je crois. Enfin, en 2016, il était environ 34-35. Donc, c'est très loin des 190 et autres pays possibles. Et donc, vous voyez bien qu'il y a plein d'étudiants étrangers qui vont s'inscrire en France et qui ne passent pas par le dispositif études en France. Donc, je peux bien avoir un groupe d'étudiants de contrôle et un groupe d'étudiants exposés au dispositif. Et en ayant ce groupe d'étudiants de contrôle, je vois comment ils ont évolué au cours du temps, et bien je peux en déduire, hein, je vois bien que ça a évolué d'à peu près de la même manière, hein, avant la mise en place du dispositif. C'est une bonne séparation, hein, ça a évolué à peu près de la même manière. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Vous voyez, le contrefactuel, on va le construire comme ça. On va dire, il n'y a pas de raison qu'après, ça évolue de manière différente. Donc, on va pouvoir construire l'évolution de la courbe qui est en rouge
de la même manière que celles qui étaient en verte. Et donc voilà comment ça aurait dû évoluer sans la mise en place de Campus France pour ce groupe d'étudiants. Voilà comment on va construire le contrefactuel. Et puis, pour un moment donné, eh ben, la différence entre ce que je constate comme nombre d'inscrits effectifs et ce que j'ai calculé comme étant devant être le nombre d'inscrits que j'aurais eu sans la mise en place de la politique, grâce à ce que j'ai pu constater sur le groupe d'étudiants de contrôle, ben vous voyez, cette différence, ça me donne l'impact de, à un moment donné, l'effet moyen de la mise en place du dispositif. Oui, c'est assez simple, mais toute la validité va reposer sur la rigueur avec laquelle on va pouvoir construire ce contrefactuel, c'est-à-dire ce qui serait passé sans le dispositif. Donc, on a appliqué avec mon collègue Michel Ben, de l'Université du Luxembourg, cette méthode de la double différence. Alors, c'est même plus compliqué, il y aura la triple différence ici, mais je ne rentre pas dans le détail, sur la mise en place de la procédure études en France, de Campus France, pour les inscriptions dans les universités françaises. Et pour ceux que ça intéresse, c'est un document de travail qui va sortir d'ici la fin mars, document de travail du CEPI. Alors, donc, tout le monde a bien compris, l'objectif de Campus France, c'est d'augmenter l'accueil des étudiants étrangers dans les universités françaises. Je ne reviens pas sur les motivations. Comment? En simplifiant le processus de candidature pour les étudiants étrangers, via cette procédure études en France, qui est très simple pour les étudiants étrangers. Elle s'est matérialisée par la création de centres donc physiques pour les études en France dans un certain nombre de pays. Donc, c'est ça qui est important. Tous les étudiants étrangers ne passent pas par études en France. Seuls passent par études en France ou ont accès à études en France les étudiants dont le pays est éligible, c'est-à-dire le pays qui a un centre études en France. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce ne sont pas les pays qui sont candidats. Ce ne sont pas les pays étrangers qui sont candidats pour que leurs jeunes ressortissants puissent s'inscrire dans les universités françaises. C'est le ministère des Affaires étrangères françaises qui décide des pays qui devront passer par Campus France. Donc, ça a permis une harmonisation, une numérisation, tout passe par Internet, une centralisation dans le processus de candidature. Donc, maintenant, pour un étudiant, c'est très simple, il fait son dossier et puis il coche les universités, enfin les formations qui l'intéressent. Alors, avant, il y avait un grand nombre, il pouvait cocher 15 formations, c'est limité à 7 maintenant, il peut cocher 7 formations qui l'intéressent. Et puis, il suit les décisions prises par les universités dans le traitement de son dossier. Alors, en plus, c'est un guichet unique, c'est-à-dire que là, j'ai parlé pour les candidatures dans les différentes universités françaises, mais également, c'est avec le même portail qui va faire toutes les démarches administratives pour le visa et autres. Donc, ça simplifie énormément les choses. Il y a un entretien individuel. Vous voyez, c'est pas juste je clique sur Internet, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier est complet, le candidat étranger va être reçu dans le centre pour les études en France par des personnes du ministère des Affaires étrangères, des personnes du consulat ou de l'ambassade, et qui vont avoir un entretien avec lui et qui vont tester un peu ses motivations, son projet universitaire, professionnel. Et les comités de sélection dans les universités auront connaissance de cet entretien, auront un résumé de cet entretien. Autre élément, en simplifiant l'obtention du visa étudiant et en diminuant le coût, c'est-à-dire que le coût du visa est diminué de 50% si vous passez par études en France. Ce qu'il faut bien noter également, c'est quand même que la sélection académique reste au niveau des universités. C'est les comités de sélection des formations universitaires qui décident d'autoriser l'inscription ou pas. Et ce n'est pas parce qu'elles ont autorisé l'inscription qu'il va forcément venir, parce qu'il peut ne pas avoir son visa pour d'autres critères. Et puis, donc, ce programme a débuté en 2007, avec des centres études en France dans 19 pays. Et puis, il y a eu une augmentation progressive du nombre de pays éligibles. On était à 35 pays en 2016. On va voir dans une carte qui va suivre, c'est les pays qui étaient les principaux fournisseurs d'étudiants étrangers en France. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est également que les universités ne sont pas automatiquement rattachées à études en France. C'est une participation volontaire des universités. Et au début, elles étaient 49, c'est-à-dire quand même une très grande majorité des universités françaises, mais pas toutes les universités françaises. Il y avait une certaine réticence, parce que les universités craignaient un peu que
il y a une espèce de présélection qui soit faite par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, ils voulaient garder le contrôle absolu sur des critères purement académiques du recrutement de leurs futurs étudiants. Mais bon, ces craintes se sont un peu dissipées, puisque en 2016, vous avez 66 universités, et c'est encore plus aujourd'hui. Hein, je ne sais plus le chiffre exact. Si, la petite carte dont je vous parlais. Hein. Donc, les pays dont les frontières sont en rouge sont des pays qui sont rattachés à études en France. Et la couleur des pays, plus ils sont rouges, plus ce pays a une part importante dans le total des étudiants étrangers. Hein. Donc, le plus important étant le Maroc, et il représente 12,6% des étudiants étrangers en France. On voit bien qu'après, vous avez juste la Chine. Et vous voyez bien que bah, du coup, les pays dont les frontières sont en rouge sont également les pays qui sont le plus à l'origine d'étudiants présents en France. Donc, ils n'ont pas été choisis de manière aléatoire, ces pays étrangers. Hein. Et ce sont les pays qui fournissaient la plupart des étudiants étrangers en France. Donc, pour vous en convaincre, hein, ici, vous avez l'évolution hein, entre 2007 et 2016 du nombre de pays hein, qui sont éligibles à études en France, du nombre d'universités qui se sont inscrites en quelque sorte au processus études en France, et ce que ça représente comme flux des étudiants étrangers. Vous voyez, donc à l'origine, c'était 46% du total du flux d'étudiants étrangers venant en France, et en 2016, on était à plus de 65%. Donc, c'est une part non négligeable. Donc, ça veut dire, vous voyez, mon effectif, là, les étudiants traités, c'est 65% du total des étudiants étrangers qui viennent en France. Et donc, mon groupe de contrôle, ça va être à peu près 35% du reste des étudiants. Alors, pourquoi ce n'est pas aussi simple que de se dire, bon, ben, on voit bien que toutes ces mesures, elles facilitent fortement les candidatures, et il y aura automatiquement, et c'est vérifié, hein, des entretiens avec les gens de Campus France, le nombre de candidatures a fortement augmenté avec la mise en place du processus, de la procédure études en France, et en particulier le portail Internet, où ça rendait les choses beaucoup plus simples. Pourquoi ça ne se traduira pas mécaniquement par beaucoup plus d'inscrits dans les universités françaises? Parce que justement, les inscriptions, ça relève d'un équilibre en quelque sorte entre une demande venant d'étudiants. Alors la demande, elle augmente, hein, clairement. Il y a de plus en plus d'étudiants avec cette facilité octroyée par Campus France qui candidatent, mais d'une offre. Les universités, elles ont des capacités limitées et elles sélectionnent les étudiants. Elles ont toute liberté pour sélectionner les étudiants étrangers. Autant elles sont contraintes pour les étudiants français, avec Parcoursup, il y a un peu plus en plus de sélection malheureusement, mais elles ne peuvent pas vraiment sélectionner les étudiants français, mais elles peuvent sélectionner comme elles le souhaitent les étudiants étrangers. Elles n'ont aucune obligation de ce point de vue-là. Donc, vous voyez bien que si cette procédure elle a permis d'augmenter le nombre de candidatures, bah, tout va dépendre de la manière dont ont réagi les universités. Elles ont très bien pu accroître la sélection, oui, en se disant bah, j'ai plus de candidats, mais donc un peu plus qui ont une bonne formation initiale, et donc je ne vais pas en prendre plus, je vais en prendre autant, mais qui sont mieux formés. D'accord ? Donc une plus grande sélection. Ou alors, elles ont des contraintes de capacité. Elles ne sont pas en capacité d'attirer, enfin de pouvoir inscrire beaucoup plus d'étudiants. Donc, vous voyez, hein, donc soit elles butent sur cette contrainte de capacité, soit elles ont cette préférence pour les petits effectifs et elles prennent les meilleurs des étudiants qui candidatent. Et donc, ça tombe bien, ils sont plus nombreux à candidater, donc il y a une part plus importante de bons candidats. Et bien, je vais inscrire dans cette part de bons candidats. Et puis, bon, on voit bien que cette importance de la sélection, elle dépend d'une université à l'autre, hein, et que les universités de bonne qualité, elles feront une sélection a priori plus importante que les autres universités. Alors, j'ai bientôt terminé. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a cherché à évaluer? On a cherché à évaluer trois choses dans ce travail. Donc, l'impact global sur les inscriptions. Est-ce qu'effectivement ou pas, la mise en place de Campus France et de sa procédure études en France a permis d'augmenter le nombre total d'inscrits d'étudiants étrangers dans le système d'enseignement universitaire français? Est-ce qu'il y a une hétérogénéité selon les différents types d'universités? Et puis, comment se situe le rôle des contraintes de capacité à ce niveau-là? C'est-à-dire, si effectivement, et je vous donne déjà le résultat, ça s'est bien traduit par une augmentation importante des étudiants étrangers, enfin importante, sensible, des étudiants étrangers,
peut-être que ça s'est fait au détriment d'autres sous-populations étudiantes et qu'il y a eu des effets d'éviction, hein. Donc, c'est ce qu'on a cherché à mesurer également. Alors, comme je vous l'ai dit, la méthode, c'est celle que je vous ai présentée à l'heure, celle des doubles différences. Mais là, elle est triple parce que vous avez vu que les universités, la troisième dimension, c'est les universités. Elles sont libres ou pas d'adhérer à Campus France. Donc, on dispose des données des étudiants inscrits par université, par niveau de formation, selon le pays d'origine. Et puis, quelque chose de très important, également selon le bac qu'ils ont, enfin, l'équivalent du bac qu'ils ont obtenu. Donc, ça nous permet bien de différencier parmi l'ensemble des étudiants étrangers les étudiants en mobilité internationale. Donc, ceux qui étaient susceptibles de passer par études en France. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les inscrits, je vais pouvoir distinguer l'étudiant marocain, mais qui a eu un bac français, donc qui était bien en France avant de candidater dans une université française. De l'étudiant marocain qui a eu l'équivalent du baccalauréat dans son pays d'origine ou ailleurs, peu importe, hein, mais pas en France. Donc, qui a bien migré dans l'optique de rejoindre le système d'enseignement supérieur français. Donc 74 universités, on en a enlevé quelques institutions, en particulier les grandes écoles, parce qu'ils ont un système assez différent. Même s'ils rejoignent Campus France, ils utilisent leur propre système de sélection. Et 188 pays d'origine, dont 35 qui participent à la procédure. Alors les résultats, j'en aurais terminé. Résultats, quant à l'impact global sur les inscriptions, eh bien, ce que montre notre étude économétrique, c'est que la mise en place d'études en France, hein, dans le cadre de Campus France, a bien eu un effet positif sur le nombre d'inscrits pour les couloirs traités, hein, c'est-à-dire pour les pays qui dépendent d'études en France vers les universités qui sont bien inscrites à études en France. Et ces résultats, ils suggèrent un effet positif d'environ 8% en moyenne, hein. Donc, ça veut dire que, si on reprend mon petit graphique de tout à l'heure, hein, l'écart entre le contrefactuel, ce que j'aurais eu sur Campus France et ce que j'ai avec Campus France, c'est environ 8% en plus avec Campus France. Alors, il faut faire un petit peu attention, je ne vais pas trop détailler ça, mais vous voyez bien que ça ne vous dit pas qu'il y a eu 8% d'inscrits, de flux supplémentaires chaque année. C'est un 8% sur un effet moyen de stock. Parce que l'étudiant qui, en 2012, rentre via Campus France, qui vient du Maroc, qui rentre dans Campus France en première année dans l'université française, en 2013, il sera toujours dans nos données, mais il sera en deuxième année, mais il ne passe plus par Campus France, puisque Campus France, c'est que quand vous quittez votre pays pour venir en France, hein. Après, il a les mêmes procédures que les étudiants nationaux, hein, une fois qu'il est rentré en France pour se former. Donc, vous voyez, il y a un effet de stock, hein, qui se fait. Cet étudiant-là, on va le retrouver dans les années qui vont suivre par la suite. Donc, ce n'est pas que le flux de chaque année. Et puis, on a fait ce qu'on appelle, dans ce type d'évaluation de politique publique, un placebo, hein, comme dans le milieu médical, hein, c'est-à-dire on l'a fait pour une population qui, a priori, ne devrait pas être affectée par Campus France pour bien vérifier que ça n'a pas d'effet. Et donc, on l'a fait pour les étudiants en thèse, puisque les étudiants qui s'inscrivent en thèse, ils ne passent pas par, même s'ils sont à l'étranger, ils ne passent pas par la procédure, hein, ceux qui sont à l'étranger ne passent pas par études en France, hein, ils s'adressent directement aux universités, mais pas via la plateforme Études en France. Et effectivement, quand on regarde les évolutions de ces flux d'étudiants inscrits en thèse venant de l'étranger, eh bien, la mise en place de Campus France n'a aucun effet, hein, c'est le placebo. Alors, pour terminer, est-ce qu'on retrouve cet effet positif dans toutes les catégories d'universités? Alors, qui dit catégorie, comment on les a catégorisées? En distinguant les universités, alors c'est un peu une terminologie qui est fluctuante, hein, en France actuellement, mais aujourd'hui on parle des universités de recherche intensive des autres. Les autres, elles font aussi de la recherche, mais pas de manière aussi intensive. Donc, distinguer les universités de recherche intensive des autres universités. Et pourquoi? Parce que ces universités les mieux classées, hein, de recherche intensive, elles ont tendance à privilégier la recherche par rapport à l'enseignement et elles préfèrent les petits effectifs. Donc, elles vont faire plus de sélection que ne le font les autres universités. Et donc, on s'attend, mais à vérifier, que finalement, il y a eu moins d'impact positif sur le nombre d'étudiants étrangers inscrits via Campus France dans ces universités-là que dans les autres universités. Alors, comment on fait cette distinction? Eh bien, on a utilisé le classement de Shanghai, hein, qui est un classement qui justement cherche à classer les universités au niveau international comme mesure de la qualité. Et ce que montrent nos résultats, c'est que, effectivement, la procédure études en France, la mise en place de Campus France, a eu un effet quantitatif beaucoup plus faible sur les meilleures universités. Et même pour les universités qui se situent dans les 100 premières du classement, ça n'a eu aucun effet, hein. Donc, on voit bien que
ce qu'on craignait, enfin ce qu'on pouvait craindre. Ça ne s'est pas produit sur l'ensemble des universités, mais ça s'est produit sur un sous-groupe qui sont les universités de recherche intensive, qui n'ont pas augmenté leur nombre d'étudiants étrangers. Alors, ils l'ont augmenté dans les chiffres, mais il n'y a pas cet effet spécifique de la mise en place de Campus France. Très bien. Et alors, pareil, hein, on pourrait dire oui, mais pourquoi Shanghai, etc. Donc, on a fait le même type d'études économétriques, de tests économétriques, en utilisant d'autres indicateurs de qualité, en particulier se fondant sur, c'est la période à laquelle se mettent en place les plans d'investissement d'avenir, hein, et donc la mise en place des universités d'excellence, des IDEX, les ISIT. Et donc, même en utilisant d'autres critères que le classement de Shanghai, on trouve exactement le même résultat. Alors, et là, j'en ai terminé. Ces résultats, donc, ils suggèrent bien que la plupart des universités, en dehors des meilleures universités, celles qui sont dans le top 150 mondial, françaises, elles ont augmenté, sous l'effet de la mise en place d'études en France, le nombre d'étudiants étrangers venant de ces pays qui dépendaient de Campus France. Alors, qu'est-ce que cela ça signifie en termes de contraintes de capacité? Vous voyez bien qu'il y a trois possibilités, hein. Donc, ils ont accru le nombre d'inscrits étrangers venant de ces pays. Alors, si ça a pu se faire, c'est peut-être parce que leur capacité, finalement, une partie était inutilisée. Et elles ont pu accueillir plus de monde parce qu'elles avaient de la place, elles avaient les enseignants qu'il fallait, ou peut-être qu'elles l'ont fait, mais au détriment d'autres catégories d'étudiants. Et en particulier, peut-être en évinçant un certain nombre d'étudiants natifs, ou au contraire d'étudiants étrangers, mais qui ne relèvent pas de la procédure études en France. Donc, ils auraient sélectionné en quelque sorte des étudiants sur lesquels, du coup, ils avaient plus d'informations, hein. Rappelez-vous, il y a des entretiens, et ce qui est difficile à mener sur tous les étudiants qui candidatent. Donc, il y a un certain nombre de travaux, hein, qui ont été menés à ce sujet-là. Aux États-Unis, Borjas, donc, a beaucoup travaillé sur l'économie de l'immigration, a travaillé aussi sur cette question-là, et a montré qu'il y avait plutôt un effet d'entraînement. C'est-à-dire que l'augmentation des étudiants étrangers aux États-Unis a eu plutôt tendance à accroître le nombre d'étudiants américains inscrits dans les universités américaines. Même résultat au Royaume-Uni, hein, effet d'entraînement pour les étudiants en master dans les universités britanniques. Donc, plus vous aviez d'étudiants étrangers qui s'inscrivaient dans les masters britanniques, plus vous avez d'étudiants britanniques qui eux-mêmes s'inscrivaient dans ces masters. Alors, l'explication, vous voyez, États-Unis, Angleterre, le système est payant, et donc les étudiants étrangers payent beaucoup plus que les étudiants nationaux, d'où une explication possible de cet effet d'entraînement, hein. On a pu accueillir plus d'étudiants natifs parce que justement, on a accueilli plus d'étudiants étrangers, donc beaucoup plus de droits d'inscription, ce qui ont permis d'accroître les capacités d'accueil, y compris les étudiants natifs. Ce mécanisme-là, il ne marche pas en France, hein. En France, on ne peut pas avoir ce mécanisme-là parce que, même avec le changement de la loi d'il y a 2 ans, ça ne vous donne pas beaucoup plus de ressources en accueillant beaucoup plus d'étudiants étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait, alors, bien sûr, pas sur l'ensemble des inscrits, hein. On l'a fait uniquement au niveau des inscrits en deuxième année de master. Il y a eu une réforme en 2017, mais rappelez-vous, nous, c'est avant 2016, hein, 99-2016. Et donc, avant cette réforme de 2017, vous aviez une sélection très forte à l'entrée du M2, alors que vous aviez une sélection, pratiquement pas de sélection à l'entrée du M1, première année de master. Donc, nous, il fallait bien que ce soit l'endroit où se fait la sélection, hein. Donc, on l'a fait au niveau du M2. C'est très difficile de le faire au niveau de la licence, hein, parce qu'au niveau de la licence, vous voyez, les natifs, tous les bacheliers français doivent avoir une place dans l'enseignement supérieur. Donc, vous ne pouvez pas faire d'effet d'éviction, hein. Donc, on l'a bien fait à un niveau où c'était possible. Et qu'est-ce que ça montre? Il n'y a pas eu d'effet d'éviction. Il y a eu un effet d'entraînement, pas d'effet d'éviction, mais un effet d'entraînement. On a eu plus d'étudiants inscrits étrangers venant de ces pays qui relèvent de Campus France, mais ça ne s'est pas fait au détriment des étudiants français ou au détriment des étudiants étrangers venant d'autres pays que ceux alloués à Campus France. Et c'est terminé. Et ben voilà, tu vois, ça tombe bien. Conclusion, et la conclusion, je peux même aller très très vite, hein, puisque ça reprend les éléments que j'ai évoqués, hein. Donc, le programme Campus France a bien réussi à attirer plus d'étudiants étrangers en France. Néanmoins, ça ne s'est pas fait de manière homogène dans toutes les universités, hein. On n'a pas eu cet effet positif dans les meilleures universités françaises, et ça ne s'est pas fait au détriment des étudiants natifs ou des étudiants étrangers qui ne passent pas par Campus France. Donc voilà un petit peu, vous voyez, un exemple d'évaluation économique
d'une politique migratoire bien ciblée. Et j'en ai terminé à ce moment, François. Eh bien, merci infiniment, Lionel. C'était un peu long, effectivement, mais j'ai beaucoup apprécié l'effort pédagogique absolument remarquable que tu as accompli pour nous expliquer ta méthode, car on pense toujours que l'évaluation, c'est une chose simple, qu'il suffit de comparer l'avant et l'après, et il est assez rare d'entendre un économiste qui prend la peine de nous expliquer de façon aussi claire, aussi concrète, les subtilités de la méthode, les précautions à prendre, l'explication de la double différence, de la triple différence. Je l'ai souvent entendu de la part d'un économiste. C'est la première fois que j'en ai une idée aussi claire, grâce à toi. Donc, nous allons, voilà, je t'en remercie vivement. Et nous allons maintenant discuter, Gérard Moreau, toi-même et moi, pendant 10 minutes à peu près. J'aurai des questions à te poser sur Campus France, mais peut-être que Gérard Moreau a également une question à te poser. On peut peut-être commencer comme ça. Non, sur l'étude qui vient d'être présentée, elle est tout à fait intéressante. C'est un excellent exemple de ce qu'est une évaluation de politique publique. En même temps, si je puis me permettre, elle a un côté qui est, par son exigence même, je ne voudrais pas dire qu'elle a un effet décourageant, parce que il faut faire tout cet effort pour des évaluations de politique publique dont certaines sont relativement plus ou moins limitées, plus ou moins extensives, on va être assez loin d'avoir les moyens de faire des évaluations de nombreuses politiques publiques. Donc c'est une véritable problématique, parce que pour faire une évaluation, il faut faire des choses sérieuses, mais s'il faut faire un effort gigantesque pour faire des choses sérieuses, finalement on ne le fait pas. Finalement, on ne le fait pas. Donc il faut trouver un équilibre entre l'exigence nécessaire, telle qu'elle vient d'être démontrée, et une forme d'attractivité pour évaluer les choses. Alors, ça, c'est une observation générale. Et puis une question effectivement, l'éviction, pour revenir au sujet que j'évoquais dans ce qui me concerne, l'éviction, le risque d'éviction des immigrés, des étudiants immigrés, comment est-il mesuré? Parce qu'effectivement, attirer des étudiants étrangers riches en mobilité internationale en ne retenant pas les immigrés venant des cités, si je puis dire, mais qui arrivent quand même en M1, est-ce que ce risque-là a été mesuré de façon plus précise? Alors, deux choses. Sur le premier point, comme je l'ai indiqué, ce que je vous ai présenté, c'est les résultats d'un travail de recherche, hein, et pas d'une expertise comme on peut les mener pour l'administration publique. C'est pas loin. Donc c'est vrai qu'on a été très loin, hein, dans le raffinement, c'est pas loin, etc. c'est pas loin, c'est intéressant. Mais c'était là ce qu'a souligné François, c'est pour bien montrer tous les points très sensibles sur lesquels il faut être très rigoureux pour éviter qu'il y ait des biais dans le résultat que vous allez obtenir. Alors sur le deuxième point, je ne suis pas sûr de bien avoir compris votre question. En particulier, vous parlez des effets d'éviction sur les étudiants qui viennent des banlieues. Parce que là, vous voyez bien que des banlieues, des immigrés en général. Oui, non. Alors, justement, là, nous, on a travaillé sur les données des étudiants en mobilité internationale. C'est-à-dire que ces étudiants-là, étrangers, ils rentrent dans le territoire national pour se former. Donc, ils n'étaient pas présents sur le territoire national auparavant. Là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas la seconde génération. Chez nous, la seconde génération, c'est des étudiants natifs. Non, mais Lionel, je crois que Gérard Moreau a très bien compris que ton étude se centrait sur les étudiants en mobilité internationale, mais il se posait, mais comme à un certain moment tu évoques l'éviction des étudiants français, enfin des étudiants, il se posait la question, est-ce qu'on peut à l'intérieur des étudiants français différencier ceux qui sont eux-mêmes d'origine immigrée et qui, voilà, enfin bon, mais ça n'est pas dans le cadre de ton étude, mais la question se pose. Oui. Non, tout à fait. Mais il y a d'autres travaux qui ont pu être menés à ce niveau-là. Ça ne relève plus des étudiants multinationales. La question se pose sur une discrimination, en quelque sorte, hein, dont il faut être victime. Nous, on n'a pas les données. Hein, on n'avait pas les données pour faire ça, parce que c'est plutôt des données d'enquête. Et là, c'est des données du ministère, hein, sur l'ensemble des étudiants. C'est des données d'enquête qui nous donneront un petit peu le parcours précédent de l'étudiant pour justement faire cette préparation pour les différentes populations.
On n'a pas nous, on n'avait pas les données pour faire ce type de... J'avais, Lionel, une question à moi-même sur, au fond, qui sélectionne ces étudiants entre les affaires étrangères, qui plus ou moins appliquent une politique, peuvent appliquer une politique migratoire, hein, les universités, Campus France, parce qu'un jour, j'ai participé à une réunion qui était organisée à l'INED avec les dirigeants de Campus France. Il y avait le numéro 2, le numéro 3, enfin bon, et puis des étudiants étrangers. Et la discussion a un peu mal tourné parce que des étudiants africains, en l'occurrence, disaient, mais écoutez, on a satisfait... je connais des gens qui ont satisfait tous les critères des universités françaises, qui se sont adressés à Campus France dans l'ambassade de France à tel ou tel pays, etc., et qui finalement n'ont pas obtenu le visa. Et ils soupçonnaient qu'il y avait en quelque sorte des quotas par pays d'origine, dont le nombre a été fixé de facto, sans que ce soit vraiment dit, par les ambassades des pays africains en question. Alors Campus France a répondu à l'étudiant en question en disant, mais attendez, il y a des centres Campus France dans les ambassades, mais ça n'est pas Campus France, ça n'est pas nous qui les gérons, ce sont les ambassades qui ont le droit, les consulats, qui ont le droit de filtrer les candidatures. Voilà. Et donc, est-ce qu'il existe vraiment une sélection qui serait qui relèverait de la politique migratoire par quota implicite? Est-ce qu'il y aurait une sélection effectuée par les affaires étrangères dans les consulats des pays d'origine, indépendamment, en amont en quelque sorte, de la sélection effectuée par Campus France et les universités? Alors, pas vraiment. Donc, tu as tout à fait raison. Les centres études en France, ils sont gérés par le ministère des Affaires étrangères. Hein. Oui. Les entretiens que j'ai évoqués, qui sont obligatoires, qui sont individuels, sont faits par du personnel du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas des personnels de Campus France. Alors, quand je ne te dis pas vraiment, parce que faut bien distinguer le dossier académique du dossier administratif visa. Donc, ce que va faire Campus France, enfin, le centre d'études en France, donc le ministère des Affaires étrangères, il va vérifier que le dossier académique, il est complet, qu'il y a bien toutes les pièces, diplômes passés, etc., etc. Et par contre, une fois que ce dossier académique, il est complet, il est transmis sur la plateforme Études en France. Et donc, tous les responsables de formation pour lesquels il a candidaté vont recevoir sa candidature. Mais en parallèle, il y a le dossier administratif. Donc, ils ne peuvent pas bloquer un dossier académique au prétexte qu'il ne remplit pas forcément tout ce qu'il faut après pour le visa. Ça sera transmis. Mais ce qui fait qu'on a un certain nombre d'étudiants qui sont admis par les responsables de formation et qui finalement ne viennent pas parce qu'in fine, ils n'ont pas obtenu le visa. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Oui, mais alors, ils n'ont pas obtenu le visa pour quelles raisons? Alors, voilà, ce que je voulais dire. Il ne peut pas y avoir de présélection académique. Par contre, moi, je ne peux pas donner d'informations sur une politique qui serait propre au ministère des Affaires étrangères de faire des quotas de visa par origine de pays. Ça je ne suis pas au courant. Hein. Je n'en ai pas l'information. Hein. Mais il n'y a pas de présélection académique. C'est ça que je veux dire. Merci. Je crois que c'est assez éclairant. Gérard Moreau, vous vouliez commenter? Je crois qu'il y a une remarque. Je ne sache pas, mais ce sera une question à investiguer, mais qui n'est pas dans le champ de M. Rago, de savoir ce qu'il y ait des quotas des ministères des Affaires étrangères. Par contre, pour délivrer des visas, il y a bien sûr une contrainte de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un fichier quelque part, les fameuses notes blanches quelque part, à moins qu'elles soient ocre ou jaune, j'en sais rien, qui peuvent dire un tel est un candidat intéressant, mais il a des liens bizarres avec quelqu'un. Négatif, critère sécuritaire, évidemment. Et d'autre part, il y a un second critère qui, lui, est plus évident et constant dans le matière de visa, qui est le critère des ressources. Comment est-ce que le futur étudiant va-t-il vivre? Alors, certes, sa famille ou lui va payer un gros droit d'inscription, mais après, il vit comment? Est-ce qu'il va avoir une bourse? Est-ce qu'il peut apporter des garanties de ressources qui fait qu'on ne va pas le retrouver à l'aide médicale d'État, quelle horreur, ou bien à demander à tomber dans l'assistance et à la soude populaire. Ça, c'est une contrainte qui peut bloquer la demande de visa à l'étude. On peut appeler ça un dossier administratif, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie d'étudiant. Mais donc tout à fait. Hein. Et comme je l'ai dit, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont rempli toutes les cases du dossier académique,
qui ont été autorisés à s'inscrire dans une université française et qui finalement ne viendront pas parce que il y a certains éléments, critères de ressources pour subvenir à ses besoins en France, des critères de sécurité nationale qui font qu'il n'obtient pas le visa, qu'ils n'obtiennent pas le visa. Mais c'est important. Oui. Et d'ailleurs, François, tu as bien vu le nombre des universités, il a augmenté progressivement. Au début, c'est à peu près la moitié des universités qui adhèrent à Campus France. Parce que justement, elles craignaient que ce centre d'études en France fasse une présélection trop forte des étudiants qu'ils autoriseraient à venir, mais académiques en quelque sorte. Je voulais savoir si dans ton étude, tu as distingué les pays d'origine selon qu'ils sont francophones ou pas. Parce que ce qui m'a frappé dans l'action de Campus France, dans le catalogue des formations que Campus France édite et qui s'enrichit d'année en année, c'est que les formations anglophones dispensées en France étaient un tout petit nombre au départ et n'ont cessé de grandir dans le catalogue. Évidemment, ça, c'est un facteur d'attraction. Un étudiant américain viendra en France si on lui propose des formations anglophones, quitte à ce qu'il s'engage à apprendre ensuite le français pendant ses études. Enfin, et manifestement, la part des formations anglophones a fortement progressé. Ça a commencé par les grandes écoles, ça s'est poursuivi ensuite dans les universités. Est-ce que tu as pu distinguer dans l'impact de Campus France un impact différent sur les zones francophones et les zones anglophones? Alors, deux réponses. La première, non, on ne le fait pas parce que ce n'est pas ça qu'on cherche à améliorer. Ça, on l'a fait dans d'autres travaux sur les déterminants du choix de localisation. Donc, l'importance qu'a effectivement la maîtrise de la langue du pays d'accueil. Et ça, c'est important, mais ça, ce n'est pas propre aux étudiants. On le retrouve aussi sur d'autres motifs de migration. Et le deuxième élément, tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que depuis un certain nombre d'années, il y a une progression très très forte des formations, alors en master, pas tellement au niveau licence, mais en master, de formations qui se font intégralement ou en très grande partie en anglais, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suivis par des étudiants qui sont non francophones. Et ça relève de cette politique d'attraction des étudiants étrangers, parce qu'on voit bien initialement que c'était des pays anciennement, enfin des pays francophones ou des anciennes colonies principalement, et qu'il fallait ouvrir à d'autres pays. Mais qu'une des barrières, c'est la barrière de la langue. Et donc, il y a eu des incitations très fortes au sein vis-à-vis en distinction des universités et au sein de l'université, auprès des enseignants, pour développer des formations en anglais. Et elles relèvent purement de cette politique d'attractivité des étudiants étrangers. D'où parfois des fois des réticences de la part de collègues qui disent, mais bon, faire toutes ces formations en anglais pour accueillir 3 ou 4 étudiants étrangers alors que les 30 autres étudiants sont francophones. Mais en même temps, ça sert aussi de la pratique de l'anglais, en anglais, donc de la pratique de l'anglais, y compris par les étudiants français. Donc c'est important qu'ils disent, j'ai suivi une formation, même si elle est en France, où tout s'est fait en anglais, donc je maîtrise bien l'anglais. Donc c'est un tout. Mais tu as raison de souligner un des éléments, mais qui est propre aux universités, de développement des formations en anglais pour justement attirer des non-francophones dans les universités françaises. Très bien, écoute, merci beaucoup Lionel. Alors cette politique affaires étrangères, là, dans les statuts de Campus France, ça s'appelle la politique d'influence. Campus France est présenté comme étant un instrument de la politique d'influence de la France à l'étranger, ce qu'au temps du général de Gaulle on appelait la politique de la grandeur. On est un peu dans cette... Mais c'est vrai que cette politique d'influence, elle se passe dans un univers concurrentiel et évidemment le monde anglophone qui est en tête des pays qui attirent les étudiants étrangers, il faut lutter avec lui. Voilà. Le classement de la France a tendance quand même, on sent une pression forte. Ouais. Il aurait eu tendance un peu à diminuer. Donc c'est une réaction aussi. Et j'avais vu aussi, alors je m'étends, on va quand même poser des questions à Gérard Moreau, mais Campus France redoute, quand j'ai parlé aux dirigeants, l'influence en Afrique de nouvelles, des universités chinoises, des universités même saoudiennes, qui risquent en quelque sorte de prendre des parts de marché au détriment de la France. Oui. Alors,
pour diverses raisons. Justement, je t'ai dit qu'on avait, avec Michel Ben d'ailleurs, travaillé sur les déterminants des choix de localisation des étudiants. Ils sont très sensibles au coût de la vie. Donc tu vois bien que on a les pays développés, le coût de la vie est quand même beaucoup plus faible en Chine. Et il faut bien voir que la Chine, sur son système d'enseignement supérieur, a fait comme le reste de son économie. Elle a une planification très cohérente sur le très long terme. Donc, ils ont commencé à envoyer leur meilleur... Le classement de Shanghai, il ne faut jamais oublier ce que c'est à l'origine. C'était à destination uniquement des étudiants chinois pour leur faire un classement des meilleures universités dans lesquelles ils devaient aller se former. Donc, initialement, ils ont envoyé leurs meilleurs étudiants à l'étranger pour se former, pour revenir et participer à la vie économique, mais aussi pour ensuite venir former les autres étudiants dans le système d'enseignement supérieur chinois. Donc, c'est une anecdote, mais j'ai été invité dans une université chinoise à l'époque où 3 enseignants sur 4 étaient des anglo-saxons. C'était des enseignants qui venaient d'Australie, qui venaient du Canada, des États-Unis. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et ce sont des étudiants chinois qui ont été formés dans les meilleures universités anglaises, américaines ou françaises, qui maintenant forment les étudiants chinois. Et en plus, maintenant, ils essayent de faire venir des étudiants d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus seulement fournisseurs d'étudiants, ils essayent d'attirer des étudiants, en particulier de la zone Asie, de la zone Pacifique. Lionel, est-ce que tu as des questions à poser à Gérard Moreau, éventuellement? Oui, j'avais été étonné, enfin pas étonné, non, mais très intéressé, quand précisément il avait évoqué qu'à une certaine période, il y avait une politique restrictive, c'est-à-dire qu'on essayait d'empêcher les étudiants de venir s'inscrire en première année en France. Donc j'aurais juste voulu savoir à quel moment c'était et quel type de politique très précise avait été mise en place. Il est clair, d'ailleurs, la situation a complètement évolué, que beaucoup de la voie des études, pour entrer en France et y résider, était une voie intéressante pour les mouvements migratoires. Dès lors que les universités, mais je parle des années 90, je parle donc d'il y a 20 ans ou même 30 ans, lorsque obtenir de poursuivre après le bac local, notamment venant d'Afrique francophone, et obtenir un statut d'étudiant était intéressant pour certaines universités et utile pour rentrer en France. Et une fois qu'on est rentré en France, avec un statut d'étudiant, on a tendance à y rester, pour 36 raisons évidentes, c'est d'ailleurs pour les motifs des mouvements migratoires. Donc effectivement, dans la crainte de voir les flux augmenter, a fait que, on a cherché à freiner l'entrée des étudiants étrangers sans grande garantie de qualité ou de sélection parce que sur appel de l'université, et deuxièmement d'ailleurs à essayer de bloquer le renouvellement de leur titre de séjour étudiant, y compris parce qu'il y avait des mécanismes de comportement qui étaient à peu près évidents. On faisait la première année de droit, on ratait l'examen, on s'inscrivait dans la première année de sciences économiques, on ratait, on s'inscrivait en première année de sociologie, on ratait, de même qu'il y a eu une époque où il y avait un tour d'Europe des demandes d'asile, il y a eu un tour de France des disciplines universitaires, ce qui fait qu'on arrivait à des conflits où les autorités migratoires du séjour, style préfecture, se refusaient et jugeaient du cursus universitaire des étudiants qui disaient « j'ai bien le droit de changer de discipline », et on avait donc une régulation de ce côté-là. C'est d'ailleurs exactement, on retrouve la même chose dans la circulaire Guéant de 2011. C'est la même inspiration. D'ailleurs, le taux ensuite, on a dit, parce que du coup l'attractivité de l'université française baissait par rapport, y compris avec l'influence de la crainte et de la réalité du brain drain, les autres pays avaient moins de scrupules, entre guillemets, ou moins de xénophobie, comme on voudra, selon l'orientation qu'on a. Donc la France était en perdition concurrentielle du point de vue universitaire, donc on a relâché la pression, on a dit qu'il faut quand même avoir de l'influence universitaire, et on est rentré, c'est là que se sont développés et qu'ont été créés différents, et on a unifié le système des affaires étrangères et le système d'influence culturelle. Campus France est l'aboutissement, si je me souviens bien, d'une restructuration
de différents organismes autour du ministère des Affaires étrangères pour accroître l'influence. Parce que ça cafouillait gentiment, on inventait des structures, des systèmes. Mais on a cherché à relancer l'influence culturelle française dans les universités. Résultat, d'ailleurs, 1, on avait des étudiants. 2, ils voulaient rester. Ils voulaient rester parce qu'on est quand même mieux avec un diplôme supérieur en France qu'avec un diplôme supérieur au Burkina Faso. Globalement, je caricature les choses, mais il y avait cette attraction. J'ai le souvenir d'une jeune femme qui avait fait l'école polytechnique féminine. À l'époque, ça existait, et qui était une Tunisienne. Et qui, après avoir fini son cursus, à qui l'autorité préfectorale avait refusé la prolongation du séjour, en disant vous avez fini vos études, retournez en Tunisie. Qui n'est pas un pays dramatique, si je puis dire, comme l'Érythrée ou la Somalie, et qui disait je vous refuse le séjour, retournez dans votre pays, vous avez fini vos études. Un étudiant, dans l'idéologie de l'époque, avait vocation à repartir et à ne pas rester. C'est pour ça qu'il y a eu un débat sur le fait d'intégrer dans le comptage des immigrés le nombre d'étudiants. Puisque les étudiants n'ont pas vocation à rester, donc à résider, il ne fallait pas les compter parmi les immigrés. Et puis comme ils avaient une carte d'1 an, et comme on avait pris la barre d'1 an comme critère de décompte, on les a intégrés à la notion d'immigrés. Mais ce disant, on allait contre l'idéologie de l'étudiant qui n'est pas destiné à rester et qui est là pour revenir dans son pays, pour faire profiter de son pays de la formation qu'il a acquise en France. C'est à ce moment-là, c'est bien ce qui s'est passé. Et lorsque j'ai interrogé, parce que je l'ai fait venir, cette jeune femme de l'école polytechnique féminine, je lui ai dit, mais pourquoi ne retournez-vous pas dans un pays dans lequel les droits de la femme ne sont pas aussi piétinés que dans d'autres? Même le bourguibisme avait fait des effets. Il y a des choses à faire en Tunisie. Pourquoi diable voulez-vous rester en France? La décision de refus de séjour qui vous a été opposée est finalement assez explicable et légitime, et vous pourriez la comprendre. Elle m'a dit, je la comprends parfaitement, mais je ne l'accepte pas. Que voulez-vous que fasse une femme avec un diplôme polytechnique en Tunisie? Elle pourra peut-être devenir secrétaire ou assistante, mais elle n'a aucune chance d'utiliser son diplôme. Quelle décision ai-je prise? Je vous laisse deviner. Intéressant. Alors du coup, on revient à vous, Gérard Moreau, puisqu'effectivement, c'est vrai qu'il y a eu tout un débat qui a tourné un peu à l'aigre entre Patrick Weil et Michel Tribala, pour ne pas les nommer, sur la question de savoir est-ce qu'il fallait inclure les étudiants dans les immigrés. Et évidemment, du point de vue strict du démographe, et là, moi, je suis sur la ligne Tribala, évidemment, on ne peut pas définir une catégorie existante par un futur qu'on ne connaît pas. Avoir vocation à, c'est quelque chose qui est complètement extérieur au regard du démographe. Et de fait, d'ailleurs, quand les dernières enquêtes qui existent, qui ont été faites par le Crous auprès des étudiants étrangers, nous disent qu'en gros, quand on leur demande est-ce qu'ils comptent rester l'année prochaine en France, un tiers répond oui, un tiers répond non, et un tiers répond qu'ils ne savent pas. Voilà en gros la situation. C'est une enquête qui a quelques années maintenant, peut-être que les choses ont changé depuis, mais de la même façon, vous avez beaucoup d'immigrés tout à fait ordinaires en dehors du système des études, qui ne savent pas, qui ont vocation à rentrer, et puis qui finalement en cours de route décident de rester parce qu'ils n'ont pas rempli leur programme, parce que les enfants ont grandi, parce que, etc. Et donc il n'y a pas de différence de nature effectivement entre les... Et alors évidemment il y a l'autre argument consistant à dire qu'on respecte une norme internationale en comptant les étudiants comme des immigrés s'ils ont un titre de séjour d'au moins 1 an. Mais il y a une grosse exception, c'est les Américains qui ont toujours refusé de considérer les étudiants comme des immigrés. Et donc quand on va avoir une idée de la migration estudiantine aux États-Unis, qui est donc très importante, comme on vient de le voir avec l'exposé de Lionel, il faut les ajouter, enfin ils sont comptés à part, quoi. Bon, voilà, ça c'est... Mais justement, vous êtes très attentif à la façon dont les catégories modifient effectivement non seulement les décomptes, mais aussi le regard, et finalement la politique. Est-ce que vous avez pris part vous-même à tous les débats qui ont finalement
qui ont débouché sur la reconnaissance par le Haut Conseil de l'immigration, de l'intégration, le Haut Conseil de l'intégration en 89-90, enfin, à cette fameuse définition de l'immigré, parce qu'il y a eu un acte assez étonnant. Un jour dans Le Monde, une tribune co-signée par le président du Haut Conseil d'intégration, qui n'était pas n'importe qui, ancien vice-président du Conseil d'État, si je ne me trompe, co-signé par le directeur de l'INED et par le directeur général de l'INSEE, a annoncé, urbi et orbi, enfin en tout cas à la population française, que dorénavant l'immigré serait la personne née étrangère à l'étranger, ayant franchi la frontière, installée chez nous pendant une durée d'au moins un an, etc. Enfin, cette définition que maintenant on connaît bien, qui en réalité était déjà internationale. Parce qu'en fait, il y a toujours eu deux définitions de l'immigration. Il y a une définition très pratique appliquée par l'ONU qui évite tous les doubles comptes, qui est simple, est un immigré, quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit habituellement dans un autre pays, point. Et puis, il y a une définition plus savante, qui est la définition du HCI, la définition appliquée également par l'ONU dans un manuel qui fait au moins 150 pages et qui explique que si on peut, quand on peut, c'est important de ne pas inclure dans ces immigrés les nationaux qui ont résidé à l'étranger, ont des enfants là-bas, puis ensuite reviennent, donc des rapatriés, des enfants de diplomates, ce genre de cas-là. Mais dans la pratique, l'OCDE, par exemple, essaie d'avoir au maximum cette définition complexe de l'immigration, mais dans la pratique, c'est souvent encore simplement la différence entre le pays de naissance et le pays de résidence qui est prise. Hein. C'est par exemple, dans les tables bilatérales d'immigration, où on croise tous les pays d'origine, tous les pays de destination, on essaie de savoir combien il y a d'individus dans chaque case. Très souvent, on se contente simplement du pays de naissance sans regarder si on était né étranger à l'étranger. Voilà un peu les... Mais est-ce que vous avez participé, vous, à ces débats en France, quand le Haut Conseil a commencé à se préfigurer, oui, à s'installer? Oui, naturellement, j'ai participé à ces débats. Naturellement, ne serait-ce que parce que, bien avant 1991, la DPM participait aux travaux de l'OCDE et publiait, avec l'accord d'ailleurs du ministre, publiait un rapport annuel sur les flux migratoires. C'est un rapport qui était publié à la documentation française, qui était des chiffres élaborés par de diverses sources, autres qu'actuellement, parce qu'à l'époque, le fameux fichier du ministère de l'Intérieur ne fonctionnait pas, fonctionnait de façon tellement lamentable qu'on ne pouvait pas compter, quelle que soit leur définition, les flux migratoires. Donc j'ai participé effectivement à ces débats, et face à la triple autorité que vous venez de citer, il n'y avait pas grand-chose à dire. Cela dit, permettez-moi de dire que la définition d'intégration, je maintiens, telle qu'elle a été, elle est compliquée, oui. Ce n'est pas une définition statistique, c'est une définition, oui, j'ai envie de dire intellectuelle, de ce qu'est le processus d'intégration. Rien à voir avec un comptage, avec un comptage d'un flux migratoire. Alors après ça, donc le comptage des flux migratoires, il faut effectivement le définir, non pas sur du qualitatif ou du subjectif, mais sur une référence objective. Alors on peut faire une référence sur la durée d'un titre, on pourrait faire une référence sur la qualification du titre. On aurait pu dire, et c'était d'ailleurs à l'époque l'attitude politique qui consistait à dire, après tout, une carte étudiant, ça n'est pas la même chose qu'une carte travailleur salarié. Donc une nouvelle carte, si elle est délivrée sous statut étudiant, on ne la compte pas. Ça n'a pas été l'attitude retenue collective, parce que à la fois du Haut Conseil à l'intégration et du travail fait par une structure supplémentaire qui a disparu depuis, comme la DPM d'ailleurs, le secrétariat général à l'intégration, on a réuni tout un tas de statisticiens, une bonne demi-douzaine de statisticiens de l'INSEE, de l'INED, de la DPM, qui ont discuté, qui se sont mis d'accord, si je puis dire, pour arriver à cette définition qui, en effet, avait une allure internationale des immigrés. Et c'était une définition qui était tellement irrésistible, plus d'un an c'est bon, moins d'un an c'est mauvais, que rentrer dans la distinction de la nature des statuts devenait compliqué. Mais ce n'est pas l'objection de la vocation qui compte, c'est la définition de la nature du titre. Aussi bien les diplomates
qui ont des titres d'un an souvent, et même d'un statut particulier, on les a écartés des comptages. À bon droit, personne n'a jamais considéré que même si un diplomate restait 3 ans dans un pays, éventuellement pouvait s'y établir, Oui, mais là, c'est parce était, qu'il est... était un immigré. On il dit par jouit nature, il jouit de par nature, un l'extraterritorialité. diplomate est extraterritorial. Voilà, c'est à ça. l'époque, la politique disait, par nature, un étudiant ne peut pas être un futur résident. C'est un quelqu'un. Alors c'est effectivement là, mais c'est je le parti pris de je ne reviens pas sur l'OCDE. le débat, il est perdu, si Voilà. je puis dire. Non, il n'est pas tout à fait perdu, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que l'OCDE ne suit pas la recommandation internationale de l'ONU et donc n'applique pas le système français. Et l'OCDE considère toujours qu'en réalité, l'étudiant ne doit être compté comme un immigré qu'au moment où, n'est-ce pas Lionel, au moment où il accomplit un changement de statut, au moment où il obtient un titre de travail, ce qui est relativement facile maintenant, au moment où, par exemple, il se marie et donc peut obtenir un titre en tant que conjoint, il ou elle, etc. Ou bien pour des raisons humanitaires, s'il soigne une personne qui a besoin d'elle ou de lui, etc. Donc l'OCDE dit nous ferions un double compte si nous comptions l'étudiant à la fois au moment où il entre comme étudiant et au moment où il obtient un changement de statut. Et donc, donc le débat n'est pas clos en réalité sur ces questions-là. Il n'est pas totalement terminé. La différenciation existe de toute nature et de toute manière, c'est bien évident. Et donc, il faut éviter les doubles comptes par transformation de statut. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne compte pas les demandeurs d'asile dans les flux migratoires. Mais lorsque les demandeurs d'asile sont acceptés, ils deviennent réfugiés statutaires ou même sous protection subsidiaire, ils rentrent dans un flux migratoire, même si ça fait 5 ans qu'ils vivent en France, que leurs enfants sont scolarisés, qu'ils ont tous les attributs des résidents, sauf la qualité du titre. De la même manière, d'ailleurs, on ne compte pas ce qu'on appelle les travailleurs saisonniers, ni même les travailleurs détachés, à ma connaissance, même quand les travailleurs détachés sont des experts qui vont rester 4 ans en France, ou pas experts d'ailleurs. Donc on ne les compte pas. Donc effectivement, la détermination d'un flux d'immigrés a un côté indicatif, plus intéressant souvent en évolution qu'en niveau, parce que, y compris d'ailleurs tout simplement, parce que c'est des niveaux d'entrée, et naturellement, vous le savez mieux que quiconque, c'est pas des flux, ça ne compte pas pour établir des soldes. Alors là, on arrive à une xème problématique dans ce domaine. J'avais une dernière question, alors sur un tout autre registre. Bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu entre nous, mais c'est sur la question des discriminations. Dans votre exposé, au fond, vous n'évoquez pas la question de la lutte contre les discriminations. Est-ce que vous considérez que la lutte contre les discriminations, qui évidemment a un objet plus vaste que l'immigration, mais enfin fait quand même partie, s'inscrit dans la politique d'intégration que vous avez évoquée? Mais tout à fait. Je l'ai évoqué trop rapidement, mais ça relève non pas je distingue ma thèse à moi, telle que j'ai cherché à l'exposer ou à l'expliquer, et de dire que de réguler la politique de contrôle de la frontière, la politique de contrôle des flux migratoires, ou de contrôle, même au sens neutre du terme, même au sens opératoire du terme, à la politique économique et sociale de la vie collective en France, qui est la vraie politique d'intégration, c'est une erreur. Donc, mais si je prends, c'est une erreur politique ou idéologique. Je crains qu'elle soit plus idéologique et finalement politique qu'autre chose. Mais s'agissant de l'intégration de ce qu'on appelle le lien social est évidemment complètement secoué par tout ce qui est discrimination. Alors d'où vient la discrimination? La discrimination vient pour partie de flux migratoires d'entrée sur le territoire, mais pas seulement. On sait bien que la discrimination est liée à des niveaux, à des comportements, est liée à la visibilité de la personne, mais on commence à comprendre, même en France, que l'esclavage a eu des effets en France et s'il y a une population noire en France, ce n'est pas parce qu'elle est née à Dunkerque, en tout cas pas en première intention, si je puis dire, et que donc la discrimination n'est pas liée centralement au flux migratoire, c'est lié à toute une série de facteurs et il faut lutter contre la discrimination parce que c'était complètement contraire à tout ce qui est consolidation du lien social et de la vie sociale. Donc la lutte contre la discrimination est une dimension centrale d'une politique d'intégration, mais telle que je la vois
pour le coup, alors je m'allierai aux autorités du Haut Conseil à l'intégration, mais je me lie aussi à leurs statisticiens, ce n'est pas le sujet. Si on cherche simplement à avoir une vue complète. Et donc, dès lors que je m'allie ou je rejoins cette vision de l'intégration, je crois que la lutte contre les discriminations en est un volet essentiel, pas unique, ou plutôt elle se traduit de manière variée. Ce que j'ai évoqué d'un mot, notamment dans mes diapositives, la politique d'urbanisation, la politique spatiale, est une traduction de la discrimination qui est absolument centrale. La politique de population, de peuplement des logements est une facette des luttes contre les discriminations, facette d'autant plus difficile à traiter qu'elle est souvent demandée par les populations discriminées elles-mêmes. Oui. Les populations discriminées se solidarisent entre elles. C'est d'ailleurs pour ça que la notion d'immigré a quelque chose de gênant parfois. C'est qu'en solidarisant, en mettant dans le même compte qui apparaît en visibilité les Français d'origine étrangère et les étrangers qui deviendront français plus tard ou pas, ça dépend. On crée une sorte de regroupement qui n'est pas juste. Et la précarisation des immigrés des étrangers avec leur titre de séjour, telle qu'elle se réalise depuis 10 ou 15 ans en bloquant les titres de long séjour, la fameuse carte de 10 ans, a recréé aussi une fracture de ce genre. Et créant des fractures, on crée de la discrimination, parce qu'on oppose des groupes qui n'ont aucun lieu d'être opposés. Donc je crois que la discrimination et la lutte contre les discriminations, vous dénonciez la faiblesse, je crois, dans un de vos cours qui m'a beaucoup intéressé, la faiblesse des mesures antidiscriminatoires de la France, ou une certaine mollesse dans la réactivité, qui s'explique, mais mal, pour différentes raisons. Cette mollesse est tout à fait critiquable et dangereuse pour le lien social et freinante dans l'intégration de long terme qui se produit. Eh bien, on va arrêter là cette discussion. Merci infiniment à tous deux. C'était une formidable séance, absolument passionnante. Je vous en fais gré, vraiment. Et donc, c'est le dernier séminaire de l'année. Donc, nous reprendrons, je ne sais pas encore à quelle date, les dates ne sont pas fixées à cette heure, mais nous reprendrons à l'automne 2021, j'espère, et puis en présentiel. C'est l'espoir, en tout cas, que nous formulons. Voilà, merci à toutes et à tous.